en France. On donne la parole aux Républicains, mais on donne aussi la parole aux représentants des démocrates. Annie Porter, bonsoir, ici en France. Pourquoi ce recul de la part de Donald Trump, selon vous? Attendez, d'abord, il faudrait que je dise que j'ai beaucoup de compassion pour Isaac, parce qu'il essaie de défendre l'indéfendable. Donc ça doit être très, très compliqué. Je dirais que dans sa 5e année de présidence, il est temps que Trump commence à parler comme un diplomate, comme un homme politique, et ne plus lancer n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc ça, c'est mon avis personnel. Sur l'histoire des droits de douane, il est vrai que la décision est imminente. On l'attend d'une minute à l'autre de la Cour suprême. S'il faut rembourser les je ne sais pas combien de 1000 milliards qui ont déjà été collectés, je ne sais pas comment ça se passera. Évidemment, toute cette histoire de déficit, ça tombera à l'eau. J'ai fait un petit fact-checking tout à l'heure du discours de Trump. Pas un seul chiffre qu'il n'a donné n'est exact. Pas un. Donc, il ne faut absolument pas croire. Quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple. Par exemple, il a dit que l'inflation est en baisse, elle est en hausse. Il a dit elle est stable, pardonnez-moi, elle est stable. Il a dit que le prix de l'essence est à 2,30 $ le gallon, donc 4 litres. La moyenne, c'est entre 2,80 et 3,34. Donc, même pour quelque chose qui est si facilement vérifiable, vous avez juste à sortir de chez vous pour regarder combien ça coûte les 4 litres d'essence. Alors, pourquoi il persiste à dire des choses comme ça? Il a dit que les dépenses de gouvernement ont baissé de 200 000 milliards. C'est pas vrai. C'est 100 000 milliards, j'ai les chiffres. Le déficit commercial n'a pas baissé de 77%, elle a baissé de 38%. Enfin bon, là, vous prenez n'importe quel chiffre, il sort des chiffres comme ça. Mais le dernier truc, il a dit qu'il n'utiliserait pas la force pour le Groenland, mais qu'il voulait des négociations immédiates. Alors, est-ce qu'on va négocier avec Donald Trump? Mais on ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier. Enfin, moi, j'ai compris qu'en face, personne ne souhaite négocier. Donc, je ne sais pas avec qui il compte faire avec ça. Je sais pas, avec le Danemark, puisqu'il a dit continuerait de maintenir la pression. Le Danemark a déjà dit non, donc je ne vois pas pourquoi. Dans une négociation, on peut bouger dans le dossier est terminé ou pas? Le dossier est clos? Pour moi, l'histoire du Groenland, c'est ni plus ni moins qu'une énorme distraction pour nous distraire de ce qui se passe vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens sont kidnappés dans la rue sans aucune charge retenue contre eux, détenus, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. L'affaire Epstein? L'affaire Epstein, le fait que les prix augmentent, les gens ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus manger, ne peuvent plus payer leur loyer. Vous savez, les reprises de maisons foreclosures, comment on dit ça? Oui, D'ailleurs, pardon, mais à propos de l'affaire Epstein, on a appris aujourd'hui que la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, sera entendue par le Congrès américain le 9 février prochain. Elle est en prison, d'ailleurs. Un moment important aussi là pour Donald Trump. Mais bon, je veux dire, ce qui se passe vraiment aux États-Unis, c'est catastrophique. Donc les gens, ils perdent leur maison, seulement par 39% ils perdent leur couverture santé, des millions de gens qui ne sont plus couvertes, donc il leur arrive une tuile, c'est fichu, quoi. Pardonnez-moi, j'ai une question. Quand on voit tous les chiffres que vous avancez, qui sont exacts, mais pourquoi ce grand silence du côté des démocrates? Excusez-moi, c'est vraiment là. Et il commence un peu à se réveiller. C'est incroyable. Il y a le gouverneur californien. Il y a le gouverneur de Californie, voilà, qui a fait comment dire, je sais même pas, une apostrophe. Enfin, je veux dire, il reprochait aux Européens d'être pas assez fermes face à Donald Trump. Voilà. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est la attention. Américains. Allez-y, j'entends souvent où sont les démocrates. Mais oui, Barack Obama, oui. Alors déjà, les anciens présidents, à l'exception de Donald Trump, ont comme habitude de ne pas parler de ce qui se passe chez leurs successeurs. Les traditions sont mises pour l'instant, je suis un peu d'accord avec vous, mais c'est pas moi qui décide. En fait, les démocrates ne sont pas du tout silencieux, mais nous avons l'impression d'un peu de hurler dans le vide, parce que Donald absorbe toute l'attention médiatique sur lui en faisant quelque chose de plus frappadingue un jour que l'autre. En fait, vous n'arrivez pas à le suivre. C'est-à-dire que tous les jours, il lance un nouveau dossier. Nous, on n'est pas dans le suivi. Nous avons nos valeurs, on sait ce qu'on souhaite. Mais il y a une grosse différence entre la structure politique aux États-Unis et qu'en France. En France, vos responsables de parti sont les présidentiables. C'est pas du tout comme ça aux US. Le responsable du parti est un manager professionnel. Le présidentiable émerge tous les 4 ans par le biais des élections primaires. Et jusque-là, il y a plusieurs voix des gouverneurs, des sénateurs, des représentants, etc. On entend quand même le gouverneur de Californie. Voilà, qui essaie d'occuper le terrain. Alors, il est loin d'être le seul. Il est loin d'être le seul. On va continuer bien évidemment d'évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui
à Davos. Pas d'usage de la force, négociation immédiate, c'est ce que souhaite Donald Trump, qui a fait la leçon à l'Europe à propos de la puissance américaine, moteur de l'économie mondiale et sans qui on ne peut rien faire. On sera de nouveau en direct de Davos, on sera en direct du Groenland et on regardera la réponse de l'Elysée qui est en train d'arriver sur les réseaux sociaux puisque le président Macron a été traité de dur à cuire par Donald Trump, mais de manière un peu ironique. Édition spéciale sur BFM TV, consacrée bien sûr à l'après-discours de Donald Trump, le président des États-Unis, qui a fait le show à sa manière à Davos, où on l'attendait au rendez-vous économique mondial, savoir ce qu'il voulait faire avec le Groenland. Pas d'action militaire, il veut des négociations immédiates, a dit Donald Trump, qui a distribué des mauvais points surtout à l'Europe et qui a ironisé sur Emmanuel Macron, le président de la République, qui hier le traitait de brute. J'ai appelé Emmanuel Macron. J'ai écouté son discours hier avec ses très belles lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé. Il a essayé de faire le dur à cuire. Et je lui ai dit, Emmanuel, vous allez doubler, tripler les prix. Non, non, non. Je lui ai dit, je vais te raconter une histoire, Emmanuel. Vous allez le faire vite. Et sinon, j'imposerai des droits de douane de 25% sur tout ce que vous envoyez aux États-Unis et droits de douane de 100% sur les vins et champagne. 10 fois plus. Alors, il faut préciser que le président américain ironisait aussi sur la France qui augmente très largement le prix de ses médicaments, ce qui a valu une réponse de l'Elysée il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'a écrit le chef de l'État, Emmanuel Macron. C'est une fake news, a dit l'Elysée. Il paraît que le président Emmanuel Macron veut augmenter les prix des médicaments. Il ne fixe pas leurs prix. Ceux-ci sont encadrés par la sécurité sociale. Ils sont d'ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent. Alors c'est quoi cette histoire de médicaments, Gaëtan Mélin? Bonsoir. On sait que le président américain fait pression sur les laboratoires aux États-Unis pour faire baisser le prix des médicaments. Effectivement, le prix des médicaments aux États-Unis n'a rien de comparable avec ceux qui sont payés aujourd'hui en France. Les laboratoires, en fait, font la grande majorité de leurs bénéfices aux États-Unis. Et ça, pour Donald Trump, c'est tout à fait inenvisageable. Et pour le président américain, qui mélange un peu tout, il se dit que si les laboratoires font un peu moins de bénéfices aux États-Unis et un peu plus en France, notamment, eh bien, ça rééquilibrera finalement le prix de ces médicaments. Mais là où le président de la République française a parfaitement raison, c'est qu'effectivement, ce n'est pas Emmanuel Macron qui fixe le prix des médicaments. Ce prix, il est tout à fait ordonné, fixé, réglementé. Ça répond à des critères importants. Et ce qui permet aussi aujourd'hui à la France de pouvoir justement avoir des prix des médicaments qui sont tout à fait abordables. Donc, et l'Europe vend beaucoup de médicaments aux États-Unis. Oui, mais les grands laboratoires, il faut dire aussi, sont présents en grande majorité aux États-Unis. Et finalement, pour Donald Trump, il ne comprend pas pourquoi ces laboratoires produisent aux États-Unis, recherchent aux États-Unis et finalement exercent encore une fois une pression tarifaire. Il faut le dire, les prix des médicaments sont juste exorbitants aux États-Unis. Mais on voit bien, Didier François, que la France ne veut plus rien laisser passer. Il y a eu le discours offensif d'Emmanuel Macron hier, et d'ailleurs Donald Trump l'a entendu, puisqu'il a réagi tout à l'heure. Là, l'Élysée tout de suite rectifie une fake news du président américain sur le prix des médicaments. C'est la stratégie française. Elle n'est pas forcément partagée d'ailleurs par tous les voisins européens. Non, mais... En fait, on a tiré une leçon de nos relations avec, malheureusement, d'autres grands prédateurs qui, pourtant, eux, sont nos ennemis, voire nos adversaires. Là, on est avec un allié. Mais il se trouve qu'ils se comportent exactement comme se comporterait un Xi Jinping ou un Poutine. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ne comprennent que le rapport de force à un moment donné. Donc, évidemment, c'est la première puissance mondiale, militaire, économique. On ne va pas leur rentrer dedans bêtement. Mais en revanche, céder pour céder est idiot. Parce que vous allez continuer à provoquer de l'agression. Je vous prends un exemple tout bête, là, sur la question de la chimie. Malgré les pourcentages de douane qu'il avait mis en place à partir de la dernière fois, là, finalement, ça marche sur certains produits. Malheureusement, par exemple, les spiritueux ou les cosmétiques, parce que ça, ils peuvent trouver de l'américain à acheter.
En revanche, typiquement, les médicaments et la chimie, ou l'aéronautique, où là, pour le coup, les chaînes de valeur, c'est très difficile de changer, et bien malgré les droits de douane, on a gagné 37% et 36% et 33%. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser impressionner. À chaque fois, que ce soit militairement, là on a répondu en étant des bons camarades européens et de l'OTAN, en aidant à résoudre le problème de sécurité en déployant peu d'hommes, mais suffisamment. Parce qu'une fois que mais parce que c'est pas la même chose de prendre une base vide et d'être obligé d'arrêter 100 soldats danois et 10 soldats français qui sont dans la base. Politiquement, ça n'a pas le même poids. Donc le fait qu'ils y soient change le calcul. Et comme par ailleurs, Donald Trump, on peut lui reprocher plein de trucs, mais le calcul de risque, il sait ce que c'est. Regardez sur l'Iran. Il a vu qu'il n'avait pas les moyens d'y aller parce qu'il n'avait pas les options. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire plus tard, quand il aura les options. Reculé, hein. Mais il n'est pas fou. Il fait attention à ce qu'il fait. Donc il faut arrêter de croire que c'est bien. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la journée du câlin. Mais enfin, face aux prédateurs, le câlin, ça marche peu. Que pense le militaire que vous êtes, général Desportes? C'est-à-dire que face à la brutalité d'un Donald Trump, pour reprendre le terme qui a été utilisé par Emmanuel Macron hier, qui parlait de brutalité, il faut nous, en Europe, être un peu plus dur, un peu plus ferme, sinon on se fait bouffer. Face à ce genre de garçon, il faut accepter le combat. Il faut accepter le bras de fer. Et on a vu que le petit bras de fer, vous l'avez dit, qui a été fait sur Danemark, il a marché. Il faut accepter, et on a bien vu que Trump écrase les faibles, et plus vous couchez, plus... Et il pense que nous sommes faibles, hein. Ah ben, regardez, il le dit d'ailleurs. Il a encore rappelé qu'on l'avait appelé Daddy, etc. Il l'a rappelé très très largement, et il respecte l'effort. Pour revenir, tout à l'heure, on parlait du marchandage sur les affaires du Danemark. Alors quelqu'un ici a dit, en fait, tout est fait puisque Danemark a dit qu'il ne voulait pas. En fait, il a passé tout le début de son discours à expliquer ce qu'on lui devait, et il a passé encore une partie du discours à expliquer le mal qu'il pouvait nous faire. Quand il expliquait ce qu'on lui devait, il a rappelé que l'Amérique possédait le Groenland jusqu'en 1945, et que par gentillesse, il l'a rendu. Donc au fond, on lui doit. Et que c'était une erreur. Que c'était une erreur, on lui doit. Ensuite, il a expliqué qu'il nous avait défendus pendant 80 ans pour rien, ce qui est faux. Grâce à ça, nous ne parlons pas allemand ni japonais. Quand les Américains font quelque chose, c'est toujours dans leur intérêt. Et l'OTAN était évidemment dans leur intérêt. Donc c'est dans leur intérêt, ne l'oublions pas, qu'ils sont venus. Donc, oui, mais ces arguments de sécurité, parce qu'il a dit, moi je ne veux pas le Groenland pour les terres rares, je veux pour assurer la sécurité des États-Unis. Est-ce que ce sont des arguments qu'on peut entendre néanmoins quand même face à une menace chinoise, une menace russe dans ce secteur? Eh bien, la bonne réponse, c'est de faire ce que propose le président Macron, c'est de lancer une grande opération OTAN pour voir avec nos bateaux, nos avions, si on est capable de le faire. Et alors, si on n'est pas capable de le faire, alors il faudra peut-être que Trump s'en occupe. Mais pour l'instant, rien ne prouve que l'OTAN, avec l'aide des États-Unis, puisque les États-Unis sont dans l'OTAN, n'est pas capable de défendre ces routes maritimes. Alors ce qui est important, c'est ce qu'il a dit qu'il pouvait faire comme mal. Il a dit en particulier, moi l'OTAN existe à cause de moi, alors qu'on sait que c'est lui. Mais je peux vous faire encore plus mal. Aujourd'hui, vous êtes fort, d'ailleurs on m'entend en disant les Européens vous payez 5%, on ne paie pas 5%, on est toujours à 2%, peut-être montera-t-on. Et puis, il a lancé clairement la menace d'arrêter complètement, ce qui est déjà fait d'ailleurs, sa menace dans l'aide pour l'Ukraine. Oui. Donc, il estime que c'est à l'Europe et à l'OTAN de s'occuper de l'Ukraine, pas aux États-Unis. Mais il verra Zelensky demain quand même. Il verra Zelensky. Non, mais c'est-à-dire que pour lui, il y a encore quelque chose à marchander. D'abord, on a une énorme dette. On pourrait lui donner un petit morceau de banquise pour payer ce qu'on n'a pas payé pendant 80 ans. Et d'autre part, si on ne veut pas ça, alors il peut nous faire payer. Donc pour lui, il y a encore un marchandage. Donc il est encore dans la négociation. Il est encore dans la négociation. Mais sur l'Ukraine, je veux dire, il ne donne plus rien. Enfin, je veux dire, c'est les pays de l'OTAN, les pays d'Europe qui payent pour que les armes soient livrées à l'Ukraine. Mais il donne du renseignement. En revanche, encore, en effet, il y a le renseignement. Et c'est sûr que là, on ne peut pas encore s'y substituer. Mais je veux dire, de toutes les façons, on est rentré dans une époque de transaction depuis juillet dernier dans l'aide militaire en équipement, en armes, pour les Ukrainiens. Mais il y a quand même que disent les Américains justement du rapport entre Donald Trump et l'Ukraine, son électorat, le sort des Ukrainiens, Je peux vous dire que les démocrates soutiennent nos alliés historiques et nous les soutiendrons toujours. Et le chaos qui est causé par Donald Trump n'est pas quelque chose qui est bon ni pour les États-Unis, ni pour les Américains, ni pour les autres. Et je voudrais réagir sur son histoire de Groenland en 1945. C'est faux.
C'est complètement faux. Alors, je ne suis pas historienne, mais des fois, il y a des petites pépites comme ça de l'histoire qui viennent se croiser. Les États-Unis ont signé un traité avec le Danemark en 1919 pour confirmer que le Groenland était la propriété du Danemark. Et en échange, les Danois nous ont donné quelques îles dans les Caraïbes, dont Little St. James, par ailleurs, et l'île d'Epstein. Donc, je trouve ça assez fascinant. C'est cocasse. Mais moi, je ne prends pas du tout Trump pour un stratège, quand on dit qu'il n'est pas fou. Si, il est un peu fou. Ça vous arrange de dire ça? Non, mais c'est quand il pense que le président français détermine le prix des médicaments, comme il pense que le gouvernement norvégien décide qui va avoir le prix Nobel, c'est qu'il n'est plus vraiment en contact avec la réalité à un certain niveau. Et dans la session questions-réponses qui a suivi le discours d'aujourd'hui, il est parti en plein délire. Dire que la Somalie n'était pas un pays, que l'élection de 2020 avait... Il n'y avait pas d'éoliennes en Chine alors qu'il y en a des milliers. C'est du grand n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut vraiment se poser la question. Soit il a des conseillers qui lui donnent toutes ces infos, qui répètent, et il ne se rend pas compte que ce n'est pas vrai, que c'est des mensonges, soit il les croit vraiment, et dans les deux cas, pour moi, c'est grave. Plus c'est gros, plus ça passe aussi. Ben non, justement, parce qu'il il a été élu et réélu aussi grâce à ça. Oui, il y a quelque chose quand même sur le fond général que je ne comprends pas. On a créé l'Alliance Atlantique Nord pour se prémunir justement avec les Américains des ennemis, c'était la Russie à l'époque. Pourquoi ne pas utiliser cette Alliance Atlantique Nord pour garder le Groenland et dire on est là, on ne bouge pas? Pourquoi d'un coup cette lubie d'avoir tout seul le Groenland? Parce qu'il n'a qu'une limite, vous le savez bien. C'est sa morale et il n'en a pas. Donc c'est tout. Moi je crois que c'est une véritable lubie. Enfin je parle tout votre contrôle. Mais cette affaire de Groenland... Il se vante de bien s'entendre avec Mark Rutte qui est le patron de l'OTAN en plus. Enfin, c'est complètement mal. Mais vous savez que le Dieu est très content de lui. Il l'a encore dit hier soir. C'est quand même un type qui est assez étonnant. Donc, ça c'est sûr. Moi je crois qu'il a des lubies et qu'ensuite on essaie de donner des arguments pour justifier un peu ses lubies. Enfin, l'une des explications c'était aussi de faire... C'était une façon de faire diversion. Diversion, voilà. Par rapport à la politique intérieure américaine et au midterm qui arrive là, c'est ça. Absolument. Ouais, enfin, je pense que ce n'est pas que ça. Il y a aussi une volonté d'expansion. Ça fait partie de la doctrine. Alors, et ça fait partie son projet du on ne peut pas simplement... Guy Lagache, il se vante d'être le président qui aura le plus fait cesser les guerres et signer des accords de paix, et puis en même temps, il veut en déclarer une. Donc mais là tout aussi, ça est totalement incohérent. C'est inventé. Mais néanmoins, ce qu'on appelle des ambivalences. C'est-à-dire que, par ailleurs, il veut augmenter la puissance des États-Unis. Il est dans un truc de sphère d'influence. Il y a Xi Jinping, il y a Poutine, il y a Trump. Et une des façons symboliques, et pas seulement symboliques, de pouvoir marquer son territoire, c'est précisément de l'augmenter. Et il est toujours dans le rêve de la destinée manifeste. Il a dit, la destinée manifeste, c'est le début de la conquête de l'Ouest, etc. Il a dit, nous avons une destinée manifeste. Il veut agrandir les États-Unis. J'appelle Dieu, parce que repousser les frontières. Dieu, bien sûr. Justement, je trouve que... On est dans Yellowstone, là. Il ne faut jamais oublier, vous n'êtes pas loin, il ne faut jamais oublier que tout ce que Trump fait et tout ce qu'il dit, on peut l'interpréter dans la façon dont ça l'affecte lui, personnellement. Quand il dit « je suis très ami avec Xi Jinping », mais on s'en fout qu'il soit ami. Quel hors-sujet, quoi. Mont Rushmore, le fameux montagne avec les 4 têtes des 4 présidents, 3 de ces 4 ont agrandi les États-Unis en achetant du territoire, Louisiane, Alaska, je ne sais plus lequel. Il pense à ça. Il veut sa tête. Il veut sa tête sur le Mont Rushmore, donc il se dit j'achète le Groenland, je suis bon pour le Mont Rushmore. C'est de la fiction pure. On va continuer d'en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais si vous nous rejoignez maintenant, il est 18h, on va regarder quand même bien évidemment ce qui s'est passé à Davos. Édition spéciale avec aujourd'hui l'intervention de Donald Trump au Forum économique de Davos. Le président des États-Unis était attendu et on n'a pas été déçus puisqu'on l'a suivi en direct. L'intervention durant 75 minutes de l'homme le plus puissant de la planète, comme il le dit lui-même, le leader de l'économie mondiale qui a rassuré, et je mets des guillemets, pas d'intervention militaire au Groenland. On ne demande
jamais rien en retour. On n'a jamais rien eu en retour. On n'aura sûrement jamais rien en retour, à moins que je n'ai recours à une force excessive où ce serait tout simplement inarrêtable. Mais je ne ferai pas ça. J'ai pas envie d'avoir recours à la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est d'avoir le Groenland. On veut un bout de banquise en échange de la paix mondiale et ils ne veulent pas nous la donner. Vous avez le choix. Vous pourriez dire oui, nous serions très reconnaissants. Ou alors vous pouvez dire non et on s'en souviendra. Il a fait ça le compte, Thierry Arnaud, hein, le président des États-Unis. Il fallait s'en douter, bien évidemment. Comment est-ce que ça s'est passé justement dans la salle pendant cette intervention ? Alors, Salcombe, vous avez raison, Alain. Pour autant, une salle qui n'était pas remplie de fans de Donald Trump, c'est le moins que l'on puisse dire. Les applaudissements ont été timides. On a entendu parfois même quelques grognements. Par exemple, lorsque le président américain a dit que sans les États-Unis, ici en Europe, on serait en train de parler allemand et ailleurs dans le monde, peut-être un peu japonais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas passé très bien, cette remarque. Et si, effectivement, il y avait beaucoup d'attentes avant d'entendre Donald Trump, c'est plus parce qu'on retenait son souffle en attendant de savoir ce qu'allait dire le président américain et singulièrement sur le Groenland, bien entendu, plutôt que parce qu'on se réjouissait à l'avance d'accueillir ici le leader du monde libre. Alors évidemment, tout le monde est ressorti de cette salle un peu soulagé pour la raison que l'on vient d'entendre, parce qu'il a exclu une intervention militaire. Je ne recourrai pas à la force, a dit le président Trump. Soulagement à Davos, soulagement sur les marchés financiers. Je vous signale au passage parce qu'évidemment, dans la salle, la plupart de ceux qui étaient là avaient l'œil rivé sur leur téléphone et sur les cours de bourse et des autres indicateurs des marchés financiers. Et on a bien conscience, cela étant, que les tensions vont continuer à être là, puisque Donald Trump a été très clair aussi, Alain, sur ce sujet. Il ne renonce pas au Danemark, il demande l'ouverture de négociations immédiates. Et il dit aux Européens, il dit aux autres membres de l'OTAN, si vous dites oui, je serai très reconnaissant. Si vous dites non, je saurai m'en souvenir. Mais quelle est la suite maintenant de l'agenda suisse du président des États-Unis? Que va-t-il faire dans les prochaines heures à Davos? Alors il va continuer ses entretiens, mais cette fois-ci sous un format bilatéral. Ce soir, il s'est déjà entretenu avec le chef du gouvernement suisse qu'il accueille ici à Davos, bien sûr. Il sort d'un entretien avec le président égyptien Al-Sisi. Et puis en ce moment même, il parle à une petite délégation de chefs d'entreprise, de patrons de grands groupes internationaux. Et on attend aussi, bien sûr, et surtout, Alain, cette journée de demain, puisqu'il y aura l'autre sujet controversé qui sera sur la table. Vous savez, c'est ce fameux Conseil de la paix que Donald Trump veut changer, qui était initialement conçu pour instaurer et mettre en place la paix à Gaza, qui est devenue une initiative beaucoup plus ambitieuse avec une soixantaine de pays invités. La Maison-Blanche dit que 35 ont répondu oui aujourd'hui, moyennant un chèque de 3 milliards de dollars pour devenir membre de manière permanente de cette institution. Et c'est bien parce que le président français Emmanuel Macron a décliné cette invitation à participer à ce Conseil de la paix que Donald Trump a de nouveau brandi la menace de droits de douane de 200% sur le vin et le champagne. Donc vous voyez que ça a un petit peu secoué aujourd'hui lorsque Donald Trump est arrivé à Davos, et ce sera évidemment de nouveau le cas demain ici dans cette édition 2026 du Forum économique mondial. Merci Thierry Arnaud et Bruno Ferraud à Davos. Mon général, bonsoir. On retiendra quand même ce soir le fait que Donald Trump a assuré qu'il n'utilisera pas la force au Groenland. Donc pas d'intervention militaire pour le moment américaine au Groenland. Soulagement ? Je ne suis pas sûr qu'il ait dit exactement cela. Ou en tous les cas, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu. Alors qu'est-ce que vous avez entendu? Donc j'ai trouvé qu'il avait adopté un ton patelin sur la question un tout petit peu différente des vociférations auxquelles il nous a habitués depuis déjà un certain temps. Mais ensuite, il a brandi la menace. La fin de sa phrase, c'est qu'il saura s'en souvenir. Oui, le ton patelin, je veux négocier pour attacher Danemark aux États-Unis. S'ils acceptent, c'est une bonne chose. S'ils refusent, on s'en souviendra. Le ton patelin, c'est pour dire, au fond, vous êtes des ingrats. Nous assurons tout et l'essentiel. Sans nous, vous n'êtes rien, comme chacun sait. Et au moment où je vous demande un tout petit effort de me donner une terre déshéritée, glacée et déserte. C'est comme ça qu'il appelle le Groenland, la banquise, un bout de glaçon qui flotte au milieu de l'Atlantique, si j'ai bien compris où il le situe géographiquement, entre l'Islande et le Groenland. Eh bien, tout d'un coup, il dit vous ne voulez même pas me l'accorder, je m'en souviendrai, nous nous en souviendrons, parce que ça confirmera ce que je pense, et donc il y aura des mesures. Oui, mais on voit qu'il y a... Oui. Par contre, sur l'intervention militaire, il n'a pas dit qu'il ne ferait pas une démonstration.
Il a dit, bien sûr, qu'il ne ferait pas un usage excessif de la force, qui serait, au fond, s'en prendre à un pays de l'OTAN, un territoire souverain. Il y a des soldats européens alliés qui sont sur place, puisqu'on a envoyé quelques troupes. Alliés, ça, visiblement, il ne peut pas le faire. Non. Il ne peut pas le faire. Mais il y a quand même, du côté aussi du monde économique et financier, aussi un soulagement. On a vu que les bourses sont reparties dans le vert. Tout le monde est sorti quand même de la salle en se disant, bon, voilà, on a évité le pire peut-être. Oui, on était et surtout qu'il n'a pas évoqué les droits de douane non plus lors de son discours et les menaces contre la France, ces fameux 200% sur nos vins et champagnes. On a effectivement évité la surenchère, mais néanmoins, permettez-moi de vous dire que les pays européens s'en sont quand même pris... Plein la figure. Plein la figure, exactement. On a pris cher, comme on dit. On a pris cher, effectivement. On est tous nuls. Oui. La France, l'Angleterre, l'Allemagne. Les plus intelligents, ce sont les Chinois, qui nous vendent des éoliennes, mais qui ne les utilisent pas. Ce qui est faux, parce que les Chinois ont des éoliennes sur leur territoire. On mise tout sur les énergies vertes, alors que, regardez, les Britanniques, ils pourraient forer en mer du Nord, et puis ils assureraient finalement leur croissance économique, que le déclin économique des pays européens est dramatique pour lui, qui regarde nos pays en se disant, mais mon Dieu, que font-ils? Regardez-moi ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, la croissance est de retour, l'inflation est maîtrisée, les usines sont en train d'être recréées alors qu'en Europe, les usines ont disparu. Donc oui, c'était quand même assez dramatique pour les pays européens. Mais concrètement, il n'a pas dit les 200% seront appliqués. Il n'est pas dans la surenchère. Effectivement, voilà. Ça, il se le garde pour plus tard. Parce que je vous rappelle quand même qu'hier, le Parlement européen a décidé de stopper la ratification de l'accord commercial qui avait été trouvé l'été dernier, effectivement, qui portait justement sur une baisse des droits de douane d'un certain nombre de produits européens en échange, parce que c'est donnant-donnant, en échange là aussi d'une réduction de droits de douane sur des produits américains à hauteur de 93 milliards de dollars. D'ailleurs, sur ces droits de douane, il a quand même expliqué que finalement, il avait fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, ça rapportait beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc, on va voir effectivement quelle est la réaction. En tout cas, une chose est certaine, et vous l'avez dit, les marchés américains hier avaient chuté, craignant justement une surenchère de Donald Trump après les propos d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas eu lieu aujourd'hui. Ça a rassuré les marchés financiers, les marchés américains qui étaient en hausse, mais également les marchés européens qui avaient débuté la séance dans le rouge. Donc oui, depuis le début de la séance. Tout ceci effectivement permet de retrouver un peu de calme, mais on va voir effectivement où on en est. Puis je vous rappelle juste une chose qui est aussi très très importante. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine. Ce sont effectivement les Européens qui aident l'Ukraine, qui vont faire des emprunts pour financer l'Ukraine. Mais attention, l'Ukraine, elle va acheter ses armes où ? En Europe ou aux États-Unis? Et en fait, c'est ça toute la problématique, c'est que il rencontre d'ailleurs le président Zelensky. L'effort aujourd'hui, il est porté par les pays européens, mais au final, qui sera le vainqueur? Qui reconstruira l'Ukraine? Est-ce que ce sera les Européens ou bien est-ce que ce sera les Américains? On a entendu Donald Trump aussi répliquer à Emmanuel Macron, le président de la République française, qui hier le qualifiait de brute réponse du président des États-Unis. J'ai appelé Emmanuel Macron. J'ai écouté son discours hier avec ses très belles lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé. Il a essayé de faire le dur à cuire. Et je lui ai dit, Emmanuel, vous allez doubler, tripler les prix. Non. Je lui ai dit, je vais te raconter une histoire, Emmanuel. Vous allez le faire vite. Et sinon, j'imposerai des droits de douane de 25% sur tout ce que vous envoyez aux États-Unis et droits de douane de 100% sur les vins et champagne. 10 fois plus. Réponse cinglante pour le président français, Ulysse Gosset. La France, c'est la tête de turc de Donald Trump, c'est clair. Il faut bien attaquer quelqu'un quand on est face à une rébellion, on peut le dire, une menace de révolte des Européens qui disent qu'aujourd'hui, la seule façon de se faire respecter par Donald Trump, c'est la riposte pour éviter la soumission. Alors, tout à l'heure, vous demandez concrètement. Concrètement, il y a une date qu'a fixée Donald Trump, c'est le 1er février. On verra si dans 10 jours, donc, effectivement, il applique des droits de douane supplémentaires, notamment à la France, 10%. Si on refuse de jouer le jeu sur le Groenland, sur son conseil de la paix, etc.
il dit aujourd'hui je n'utiliserai pas la force. C'est pas vraiment le calumet de la paix. Hein. On est loin de là, puisque Trump a maintenu son ambition de s'emparer du Groenland. Oui, il a toujours l'objectif de je récupérer le veux Groenland. être propriétaire. Alors, est-ce qu'il rechigne à envoyer des avions, des soldats, etc. C'est pas du tout évident. On ne le sait pas. C'est ce qu'il a dit. Là, maintenant, non, il a dit je n'emploierai pas. Je pourrais employer une force excessive, mais je ne le ferai pas. Mais il peut avoir d'autres moyens. Alors, il y a les moyens militaires, et comme le général l'a rappelé sur nos plateaux déjà, il y a effectivement des accords qui permettent aux Américains d'envoyer des troupes aujourd'hui sans même déclarer la guerre au Groenland ou au Danemark. Et puis, il y a les moyens économiques. Et là, en fait, on est effectivement au seuil d'une guerre économique entre Trump et l'Europe. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, au Danemark et au Groenland, on n'est pas du tout convaincu par les volontés d'apaisement de Trump à Davos. Mais là, on parlait des relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Alors, il l'appelle son ami, après il se moque de lui, de ses lunettes. Rappelons que Emmanuel Macron porte des lunettes parce qu'il a un problème à l'œil. Et dans le documentaire que vous avez signé, qui a été diffusé hier soir sur France 2 et qui est disponible en replay aujourd'hui sur France.tv, on voit les relations entre les deux hommes et la façon dont Emmanuel Macron essaye de composer avec ce personnage, en essayant de ne pas le braquer, par exemple, et en essayant de l'amener vers des positions françaises et européennes. Mais en fait, Emmanuel Macron, il le connaît. Il le connaît maintenant depuis 2018, 2017, 2018. Et ce tempérament-là, il l'avait déjà vécu dans la première administration. Et d'ailleurs, moi, je me souviens, le président un jour m'a dit je vais pas commencer à m'émouvoir du comportement imprévisible, erratique. C'est pas ça mon sujet. Moi, j'ai un objectif, je poursuis. La seule chose, c'est respect. Il faut nous respecter maintenant. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les relations ont eu des hauts, des bas, et on l'a vu même au cours de cette année, entre janvier et décembre, au fond, et aujourd'hui encore plus, les relations ne sont pas exactement les mêmes. Et on a pu voir au moment où est sorti notamment la revue de sécurité nationale américaine au mois de décembre, où l'administration Trump était extrêmement critique à l'égard de l'Europe. Notamment une autre interview de Donald Trump où il disait de toutes les façons, les Européens, en gros, ils font du bruit avec leur bouche, hein, et ils agissent jamais. Et ça a commencé un peu à agacer, au fond, de façon plus forte. Si vous voulez, en tout cas moi de ce que j'ai vu, le président, et pour autant, je crois que sa conviction, c'est d'être vif, d'être toujours pied à pied avec lui, mais de ne pas couper le lien, mais de se faire respecter et d'être respectueux. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il a dit hier dans son discours. C'est-à-dire que c'est de ne pas, à un moment donné, lâcher, mais je pense que là, on a franchi un cap. La bromure, c'est fini. Hein. Mais c'est pas la bromure dont Trump a carrément je parle. écarté Macron en disant il n'est plus là pour très longtemps, donc je ne vais pas parler avec lui. Mais certes, et la puis, bromance, ça le bromure. Oui, parce que le bromure, c'est autre chose. Je n'ai pas voulu jouer au dur avec lui. Enfin, vous imaginez. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas Macron d'incarner un des leaders européens qui dit stop maintenant. Mais ça veut dire que l'amitié entre les chefs d'État, ce n'est pas une manière de négocier. Oui, mais est-ce que Donald Trump a des intérêts d'État ou des intérêts personnels l'amitié n'existe pas. Oui, mais quand on dit mon ami, il a essayé d'en jouer. D'ailleurs, l'Élysée a été ferme aujourd'hui dans la réponse qui est arrivée sur les réseaux sociaux. On va la lire. Oui, ça a été immédiat. Tout de suite à l'Élysée, on a voulu répliquer à Donald Trump parce qu'il disait en disant fake news à propos des médicaments, ils ne fixent pas leur prix, ceux-ci sont encadrés par la sécurité sociale, ils sont d'ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent, alors que Donald Trump disait qu'on avait augmenté le prix des médicaments de 100 ou 200%. Il accuse le président des États-Unis d'être l'auteur de fake news. Donc c'est fini, le grand amour, c'est fini. Oui, mais est-ce que finalement, ce n'est pas ce que respecte Donald Trump, c'est-à-dire le rapport de force, quelqu'un qui peut dire non aussi. Mais dans sa psychologie, est-ce que effectivement le fait que Emmanuel Macron se dresse un peu et puis dit non, il y a des limites, c'est pas une façon aussi de créer quelque chose avec Donald Trump Mais c'est absolument fondamental. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est la psychologie du personnage qui influe, on le voit tous au quotidien, sur le cours des relations internationales, le phénomène de rupture auquel on assiste. Et il ne faut pas avoir de nostalgie du monde antérieur.
il ne reviendra pas, ce monde. Par contre, il faut prendre en compte la façon dont aujourd'hui les relations se font. Et cette irruption d'une télévision omniprésente, des réseaux sociaux encore plus omniprésents et des réactions en direct, il faut le prendre en compte et en jouer. C'est ce que fait l'Élysée, en réagissant quasiment en direct, en disant sur son compte Twitter. Fake news quelques minutes après qu'un président, le président des États-Unis se soit exprimé. Fake news, ça veut dire vous mentez. Oui. Vous mentez. Et on dit au monde entier, le président des États-Unis ment. Et on le dit franchement. On ne le dit pas au travers d'une conversation téléphonique et en tête-à-tête, dont on sait qu'elle peut d'ailleurs être publiée, alors que ça ne se fait pas dans les usages diplomatiques. Donc il y a une prise de position qui est extraordinairement puissante. Mais ensuite, on voit bien que pour la France, pour notre pays, après tout, moi je suis enchanté pour le développement des États-Unis d'Amérique, mais ce qui m'intéresse, c'est la France. Les autres pays m'intéressent quand même moins que notre pays. En général, vous avez ce qui est intéressant, c'est qu'on redevient une puissance d'équilibre. Et pourquoi sommes-nous une puissance d'équilibre, les Français? D'abord parce que nous redevenons une puissance d'équilibre. Nous allons être autant critiqués du côté russe, nous le sommes depuis de nombreuses années, que nous allons l'être du côté de Washington. Et ça veut dire que nous reprenons traditionnellement le rôle qui a toujours été celui de la France, notamment lorsque le général de Gaulle incarnait la fonction de président de la République. Mais est-ce que finalement, il n'est pas en train de déclencher l'effet inverse de ce qu'il recherchait, Donald Trump? C'est-à-dire, au lieu de nous diviser, il est en train de nous ressouder, de nous redonner du poids, finalement. Tous les Européens sont pas sur la Ulysse ligne. Gosset. Alors, il y a une question fondamentale, effectivement, c'est la capacité des Européens de rester unis dans cette crise. Ils ne sont pas vraiment... Mais l'acquis déjà très important, c'est qu'il y a un sursaut. Et ce sursaut européen, il est très important parce que ça permet d'engager, par exemple avec les Allemands, par exemple avec d'autres pays qui seraient favorables à une attitude plus ferme à l'égard des États-Unis, même s'il y a des défections. Par exemple, on ne sait pas exactement quel va être le rôle joué par l'Italie. On sait que la Hongrie, c'est non. Donc, si vous voulez, on sait que les Allemands ne veulent pas la rupture non plus. L'état d'esprit des Européens a changé. L'Europe se réveille. Et c'est souvent dans les crises d'ailleurs que ça se passe. Ça s'est passé en 2022. Il y a eu une espèce d'unité très forte, très rapide. Pour l'Ukraine. Exactement. Et pour moi, je pense que la chose qui était la plus inquiétante dans ce discours, c'était cette partie autour de l'OTAN. D'abord, les Américains avaient 17 bases en Groenland. Il n'y en a plus qu'une. Il aurait suffi de demander. Les Danois auraient dit, allez-y, mettez vos bases. Donc, c'est comme ça qu'on traite avec un allié, on ne les menace pas. Mais en tant que fille d'un GI qui a débarqué en Normandie en juin 1944, je ne supporte pas quand il dit « Ah, je ne suis pas certaine si l'OTAN serait là, si nous, on en avait besoin. Nous, on serait là pour eux. » Je rappelle à M. Trump, qui est complètement inculte, qui ne connaît pas l'histoire, que l'article 5 du traité de l'OTAN n'a été invoqué qu'une seule fois en 80 ans, et c'était après le 9 septembre. Et c'est les Danois et les Français 2001. Qui sont allés... 2001. 2001. Le 11 septembre. 11 septembre 2001. Et ils sont allés combattre et mourir en Afghanistan. J'ai encore la chair de poule. Je me souviens de l'énorme drapeau américain qu'ils avaient déroulé devant le Trocadéro. Je suis désolée. C'est évidemment... tout ce qu'il dit sur l'OTAN, ça vous hérisse le poil. Ça me hérisse le poil.